Pour débuter ce festival, je dirais même ce feu d'artifice d'inspiration, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Søren Erkman. Monsieur Erkman est professeur et docteur en sciences de l'environnement. Il est également président de la société Sophies International. Il est directeur du groupe écologie industrielle et professeur à la faculté des géosciences de l'environnement à l'Université de Lausanne. Je précise, Monsieur Erkman a publié d'innombrables ouvrages. Je vous en présente quelques-uns. Il y en a un qui m'a particulièrement intéressée. 100 questions brûlantes pour 100 réponses, la tête froide. Avec son approche différente, son approche stimulante, M. Erkman va nous aider à prendre de la distance vis-à-vis des discussions sur l'urgence climatique et aussi son impact sur l'économie. Le tout, bien entendu, dans un contexte de Covid-19, on en a parlé avant. Est-ce que le Covid-19 a un impact finalement beaucoup plus grand aujourd'hui sur toutes ces discussions? Monsieur Erkman, c'est avec plaisir que je vous donne la parole. Merci. Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Et tout d'abord, un grand merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, dans les 30 minutes qui viennent, je vais essayer de stimuler votre réflexion, surtout d'ouvrir quelques perspectives et, comme on vient de le dire, de prendre un peu de distance et de voir les choses de manière un petit peu vaste. J'aimerais commencer par rappeler ce que j'entends ici par le mot industriel. Nous vivons dans un système économique depuis à peu près 2 siècles qui est tout à fait particulier. Si on prend un petit peu de recul et qu'on regarde dans la perspective historique, disons les 30 000 dernières années, les humains ont inventé des centaines de systèmes socio-économiques, souvent très sophistiqués du reste, que ce soit sur le plan culturel, social, voire même technique. Pensez à la civilisation chinoise, indienne, égyptienne, etc. Mais il y a un système économique, pour autant qu'on sache, dans l'histoire de l'humanité qui est quand même tout à fait particulier, qu'on le critique ou qu'on soit content avec, ce n'est pas ça la question, mais qui est tout à fait particulier, c'est le système industriel. Donc par industriel ici, j'entends toutes les activités qui font partie, qui se déroulent dans le cadre de ce système économique particulier qui émerge depuis 2 siècles, qu'on appelle industriel. Et qui a notamment démarré grâce à une invention, qui était une invention qui existait depuis longtemps, mais qui a été perfectionnée, notamment par James Watt, qui a réussi à faire une machine à vapeur qui était beaucoup plus fiable et qui avait plus de puissance, et donc qui a permis de faire une chose remarquable. Ça a permis de pomper l'eau dans les mines souterraines, alors qu'avant on était toujours limité par le fait qu'une mine commençait à être inondée. Donc ça a permis d'extraire beaucoup plus de charbon qu'avant, ce qui a permis de faire plus de machines à vapeur, ce qui a permis d'extraire encore plus de charbon. Et c'est une réaction en chaîne qui s'est enclenchée il y a environ 2 siècles. Et c'est ça la grande spécificité. Enfin, une des caractéristiques essentielles du système industriel dans lequel on vit, c'est l'abondance énergétique. Et ça, je crois qu'on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous n'avons plus besoin de passer la majeure partie de notre temps à chercher de l'énergie, sous forme de nourriture principalement. C'est ce qui explique que les sociétés industrielles sont les seules où vous n'avez plus qu'une minorité de la population qui est occupée à cueillir de l'énergie sous forme de produits agricoles essentiellement. Donc nous disposons d'énergie, en plus de l'énergie de qualité, disponible en tout temps et à un prix généralement abordable. Et donc nous arrivons à dégager dans la société industrielle un surplus énergétique qui fait qu'on peut faire des tas d'autres choses, plutôt que de simplement courir après la survie, comme le font toutes les autres espèces animales et végétales. Du reste, elles n'ont pas le temps de faire autre chose que d'assurer la survie, donc de collecter suffisamment d'énergie. Donc nous avons été capables, depuis 2 siècles, de générer ce surplus d'énergie qui nous permet de faire de la culture, du tourisme et surtout de l'innovation, de la recherche, des investissements, des tas de choses comme ça. Donc, le résultat, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, vous connaissez bien ce genre de graphique, ça c'est l'OCDE qui fait référence, on a une véritable croissance économique, mais qui est vraiment très très étroitement liée à la disponibilité de ce surplus énergétique. Sans ça, le système s'effondre assez vite. Alors, vous connaissez aussi le revers de la médaille, évidemment, c'est tous les problèmes environnementaux, les risques qui ont émergé liés à cette activité économique. On va parler un peu de ça tout à l'heure. Donc, la première tendance, aujourd'hui j'ai justement esquissé 3 très grandes tendances. La première tendance, c'est que le système industriel, même si on n'en a pas toujours conscience ici en Europe, le système industriel est aujourd'hui en pleine expansion.
Il n'a même jamais été aussi rapidement en expansion. La révolution industrielle, c'est maintenant qu'elle se passe. Ce n'était pas juste un événement ponctuel il y a 2 siècles. L'industrialisation de la planète est massive et il se fait maintenant. Je vous donne un seul exemple, mais je pourrais en donner d'autres. Prenez le projet des nouvelles routes de la soie, comme on l'appelle. Donc 1,3 trillion d'investissements au cours des prochaines décennies. Je ne parle que de la Chine, mais il y a des projets pas très éloignés en Inde, etc. Ce n'est pas uniquement une histoire de corridors, de nouvelles routes, pas du tout. C'est une stratégie industrielle extrêmement bien pensée qui s'accompagne le long de tous ces corridors, de centaines de zones industrielles, dont certaines sont réservées aux entreprises chinoises dans différents pays du monde. Il y a déjà plus que 100 grandes zones industrielles pour les entreprises chinoises, notamment dans les pays africains ou d'autres pays asiatiques, qui sont construites et opérationnelles. Donc on est en plein dans une phase d'industrialisation massive de la planète. Il ne faut pas l'oublier. Alors on peut s'en féliciter ou le regretter, mais c'est un fait. C'est une dynamique aujourd'hui qui est absolument massive, qui connaît parfois des petites fluctuations, comme c'est le cas exactement maintenant avec la pandémie, mais la tendance de fond, elle reste. C'est ce processus massif d'industrialisation, dont ça, c'est un des exemples les plus spectaculaires. Donc, tout ça, ça implique qu'il y a aussi des nouveaux risques. Alors, ces risques, en fait, ils sont analysés depuis longtemps. J'étais en 1994 à la première grande réunion de l'Organisation mondiale de la santé sur les virus émergents. Tout était parfaitement compris et dit sur ce qui se passe aujourd'hui. En fait, les gens étaient parfaitement au courant, savaient très bien, et finalement, on n'était pas si mal préparés. Dans le cas de la Suisse, prenez le rapport sur les risques de 2015. Mais ce n'était pas le premier, mais un des derniers rapports, 2015, qui faisait suite à un exercice national en Suisse, disait il y a pour les risques, alors il y a le risque d'origine naturelle, mais pour les risques qui ont une origine sociétale. Les deux prioritaires, c'est la pandémie, et c'est l'important, ils sont liés, c'est aussi la pénurie d'électricité. Ils sont liés parce que si on a une pandémie qui met au tapis ou qui rend malade tellement de gens que même les gens chargés de l'entretien de toute l'infrastructure énergétique du pays n'arrivent plus à assurer leur mission, alors assez vite les choses deviennent vraiment, vraiment, vraiment dangereuses, problématiques. Et en fait, je suis frappé rétrospectivement de voir à quel point finalement ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas eu de coupure d'électricité, par exemple, ces derniers mois. Mais c'est là où les choses auraient pu vraiment mal tourner. Mais je pense qu'on était suffisamment bien préparés. Donc, il y a évidemment le risque de pandémie que vous connaissez, mais ce qui est lié, c'est le risque de blackout électrique, donc de dégradation du système énergétique. Et on retombe sur ce nerf de la guerre du système économique dans lequel on est, c'est une certaine abondance énergétique. En général, on ne réalise pas à quel point une coupure d'électricité, mais prolongée sur plusieurs jours, ce que j'appelle du long terme, c'est plusieurs jours, ça serait vraiment quelque chose de désastreux et on est beaucoup plus fragile par rapport à ça qu'il y a évidemment quelques décennies. Aujourd'hui, tout dépend du système électrique directement ou indirectement. Le téléphone, il y a encore quelques années, ce n'était pas grave s'il y avait une panne d'électricité. Maintenant, comme tout passe par Internet, donc les serveurs ne marcheraient plus, etc., etc. Donc, on ne fait absolument plus rien sans un système électrique performant. Donc, une des choses qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'importance de consolider et d'investir à long terme dans les infrastructures énergétiques, en particulier électriques. Et là, on a, à mon avis, quelques soucis ou quelques manquements par rapport aux investissements qu'on devrait consacrer, notamment par rapport aux grandes infrastructures de transport de l'électricité. La conclusion de tout ça, et ça fait des années, à la conclusion de certaines conférences que je le dis, mais il y a le risque de pandémie et il y a le risque lié de blackout électrique. Donc c'est tout simple, vous allez sur le site de la Confédération, il y a une petite brochure très bien faite et qui vous dit quoi faire pour vous préparer au moins une dizaine de jours avant que les secours se mettent en place. Personnellement, je fais un facteur 3 que je rajoute, donc je multiplie les quantités d'eau, de l'aliments, etc., de tout ce qui de base par 3, c'est bon. Mais chacun est libre après de pondérer le facteur, comment il le pressent. Mais tout est dit là-dedans, donc il suffirait déjà simplement de suivre ces recommandations et ça permettrait d'agir de manière beaucoup moins chaotique que ce que ça peut donner comme impression. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais sur la pandémie, une des conséquences les plus nettes, très nettes, c'est l'accélération de certaines tendances, qui étaient clairement déjà là avant, et notamment la tendance la plus spectaculaire, c'est la tendance à la numérisation, qui évidemment s'est accélérée depuis une vingtaine d'années, mais là maintenant, alors ça a été un coup d'accélérateur, mais pas fondamentalement un changement, un coup d'accélérateur. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est jusqu'où on peut aller comme ça, ne serait-ce qu'en termes d'infrastructures énergétiques, puisqu'on a vu le lien très étroit avec l'abondance énergétique indispensable au fonctionnement de l'économie industrielle avancée
Et puis, le fait que tout ça, ça consomme de l'énergie. Alors ça, c'est un graphique par une société spécialisée d'analyse du web qui s'appelle Domo, qui est paru avant-hier, donc comme ça, on donne des nouvelles fraîches, et qui donne quelques exemples. Chaque minute de la journée, chaque minute sur 24 heures, vous voyez que vous avez 208 000 personnes qui sont en téléconférence sur Zoom, par exemple. Vous voyez que vous avez chaque minute 404 000 heures de streaming sur Netflix qui sont téléchargées. Donc c'est vrai que ça commence à donner un petit peu le vertige quand on regarde tout ce qui est en train de se passer. Et tout ça, il y a un coût énergétique, et derrière le coût énergétique, il faut de la matière pour faire les serveurs et toute l'infrastructure qui va avec, y compris l'infrastructure électrique. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer par rapport à ça? Alors, si on prend vraiment du recul puis qu'on regarde des extrapolations à long terme, bien, il y a justement un article scientifique qui est paru exactement là-dessus il y a quelques semaines. Donc, de nouveau, on est dans quelque chose de très frais. Vous voyez que l'article est paru dans une revue de physique par un mathématicien. C'est paru le 11 août dernier et ça s'appelle carrément la catastrophe informationnelle. Parce que, alors je vous passe le détail, mais vous reconnaissez, vous voyez tout de suite le genre de courbe. Donc, c'est des courbes potentiellement exponentielles. Non, juste un mot. Le mot exponentiel aujourd'hui est utilisé dans un sens courant, un petit peu à tort et à travers. Au sens strict, l'exponentielle, finalement, c'est une courbe très gentille. Et puis surtout, elle est prévisible, parce que c'est chaque fois le même taux de croissance qui se répète d'année en année. Mais très souvent, on a affaire, prenez à l'explosion de population de virus ou de bactéries, à des croissances surexponentielles. Et là, on est probablement plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire que vous avez un phénomène qui croît d'1% pendant un cycle, un jour, une année, puis il croît de 2% le cycle suivant, puis il croît de 3% le cycle suivant. Et alors là, ça commence à devenir vraiment des croissances qui sont surexponentielles. Et là, on se dirige vers ce qu'on appelle mathématiquement une singularité. C'est-à-dire, en gros, on se dirige, vous allez le voir après, vers quelque chose qui touche vers l'infini. Donc là, dans le monde réel, on commence à avoir un problème. Donc là, suivant le taux de croissance, 0,5, ça signifierait un taux de croissance de tout le système informatique de l'ordre de 50% par année. Ben, on voit que, puisque c'est un graphique log-log, on voit qu'en moins d'un siècle, on arrive à dépasser largement la consommation totale d'énergie sur la planète d'aujourd'hui. Donc, c'est là, à mon avis, où il faut justement ne pas s'affoler. Parce qu'en fait, l'histoire de l'humanité est notamment liée au système industriel. On est tout le temps confronté à ça. On est dans un système qui se développe, qui se développe, qui se développe. Puis à un moment donné, on s'aperçoit que ça peut s'emballer. Et donc, on est sur des trajectoires exponentielles ou surexponentielles. Mais comme vous le savez, dans le monde réel, on ne peut pas avoir d'exponentielle qui dure éternellement. Et c'était la question que s'était posée en travaillant sur les hypothèses de Malthus au début du 19e, le mathématicien belge Verhulst, qui s'est dit, mais en fait, tout phénomène dynamique, et notamment tout phénomène vivant, a cette phase où d'abord il y a une phase de latence, ensuite il y a une croissance rapide qui peut être de nature exponentielle ou surexponentielle, mais à un moment donné, il y a un plateau. Alors évidemment, le plateau, il n'est pas toujours aussi gentil que là, hein. Ça peut être assez brutal, ça peut être ce qu'on appelle un effondrement. Ou au contraire, ça peut être une lente dégringolade. Alors là, vous avez tous les cas de figure possibles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas forcément de raison de s'affoler quand on est là. Du reste, toutes les politiques économiques du monde, ce qu'elles cherchent, c'est à être plutôt dans cette zone-là, évidemment. Mais à un moment donné, il est bien clair qu'il faut prévoir soit un affaissement de la courbe, soit alors la transition vers un autre système. Et en général, c'est ce qui se passe. Imaginez le nombre de chevaux en Europe à la fin du 19e siècle, où la traction était dominée par les chevaux. Si quelqu'un faisait une extrapolation du nombre de chevaux, mais c'était la catastrophe. On a eu un nombre invraisemblable, c'était absolument ingérable. Qu'est-ce qui s'est passé? On a remis le compteur à zéro, en quelque sorte, c'est-à-dire grâce à l'innovation. On a fait la transition vers un autre système qui lui-même, plus tard, pose les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, mais qui lui-même va certainement être remplacé par autre chose. Donc, il y a des gens qui travaillent pas mal sur ce genre d'approche, et notamment l'Institut du Santa Fe au Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Donc, l'idée intuitive qui est là, c'est que typiquement, l'humanité, et en particulier dans le système industriel, elle est sur ces trajectoires où on voit bien qu'on va vers une singularité, c'est le symbole de l'infini en haut. Donc, si on continue comme ça, alors là, à un moment donné, ça se casse la figure, dans le monde réel, évidemment. Là, en gros, le système peut s'effondrer. Mais autrement, ce qui peut se passer, c'est que grâce à l'innovation, à un moment donné, quand on a sous certaines contraintes, alors on remet les choses à zéro, on modifie certains paramètres,
Par exemple, on renonce aux combustibles fossiles, ça c'est un paramètre important, et on sait très bien que c'est faisable, on peut y arriver, et on redémarre. Et ensuite, on est dans un système dynamique, on sera jamais dans un... Le développement durable, ce ne sera jamais un stade, ah ben maintenant c'est tranquille, c'est bon, il n'y a plus rien qui bouge. Non, non, on sera toujours dans des trajectoires de type dynamique, c'est la nature même du monde. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne s'agit pas d'inquiéter ou d'affoler les gens quand on voit des tendances comme ça exponentielles. Oui, bien sûr, c'est problématique, mais à un moment donné, grâce à l'innovation, on sait qu'on peut changer de trajectoire en changeant un certain nombre de paramètres qui permettent de repartir pour un nouveau cycle, et c'est en général comme ça que ça se passe. L'autre grande caractéristique du système industriel, que vous avez tous constaté, c'est l'accélération technologique. Alors, on vient de parler de la numérisation. Je vais dire 2 mots. Alors, vous avez entendu parler de l'industrie 4.0 qui a des traitements liés à ça. Je vais dire 2 mots sur le New Space aussi. Parce que ça, c'est une tendance, à mon avis, lourde de fond qui n'est pas encore tout à fait bien perçue, mais à mon avis qui mérite d'être un petit peu, qui suscite un peu l'intérêt. Et là aussi, on voit à quel point les choses peuvent aller vite. Les gens ont commencé à réfléchir sérieusement à la conquête spatiale déjà à la fin du 19e siècle. Il y a eu une longue période de latence. Le premier satellite a été lancé le 4 octobre 1957. Et puis après, parce qu'ici on s'intéresse un peu aux risques, assez vite, on a commencé à avoir des problèmes. Ça, c'est les déchets spatiaux. Il n'y avait pas un seul, par définition, il n'y avait pas un seul déchet spatial avant 1957. Et là, maintenant, il y en a des millions. Et ils sont principalement en orbite basse. Cela dit, comme je le disais juste ici avant, il n'y a que le système industriel. Vous voyez bien, ça c'est une caractéristique. Il n'y a que le système industriel qui a eu l'abondance énergétique suffisante pour envoyer des objets à 10 km/s. Je ne connais pas d'autres systèmes économiques qui soient arrivés à faire une chose pareille. Donc il y a la vitesse de libération de l'attraction terrestre. Alors là, de nouveau, typiquement, qu'est-ce qui se passe? On ne reste pas sans rien faire. Le problème a bien été analysé dès le début des années 70 par un astrophysicien qui travaille à la NASA, Donald Kessler, et ça s'appelle depuis le syndrome de Kessler. Si on a de plus en plus de déchets spatiaux en orbite, évidemment, vous augmentez le risque de collision entre ces déchets, qui eux-mêmes vont générer beaucoup de déchets, qui vont encore en plus... Et là, vous avez une réaction en chaîne. Et il avait estimé qu'en tout cas, à partir de 2200, peut-être avant, on pourrait tout simplement plus rien lancer dans l'espace, le risque de collision étant trop grand. Mais comme je disais, une fois de plus, on ne va pas rester sur cette trajectoire-là. Donc maintenant, il y a pas mal de gens qui commencent à réfléchir à comment redesigner les missions spatiales pour qu'il y ait moins de déchets, comment aller chercher les déchets. Il y a une start-up à l'EPFL qui s'en occupe, etc., etc. Donc, il y a tout un nouveau secteur d'activité qui est en train d'émerger pour résoudre ce problème-là. Mais si on se place il y a quelques décennies en arrière, c'était apparemment un problème insoluble. Et on sait qu'il va être soluble. Mais ce qui est important, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est la tendance de fond qu'il y a là derrière. Et la grande tendance de fond, c'est ce qu'on appelle le New Space. Alors l'espace traditionnel, c'était les gouvernements, essentiellement pour des raisons militaires et stratégiques, qui contrôlaient tout, et c'était des agences publiques qui s'occupaient de tout ce qui touchait à l'espace. C'est en train de changer fortement depuis pas très longtemps, une dizaine d'années à peu près, avec des acteurs comme Elon Musk, comme Jeff Bezos et le secteur privé qui est en train d'entrer en puissance. Et là, vous avez un extrait de la loi passée par le Congrès américain en 2015 sur l'exploitation commerciale des ressources spatiales, astéroïdes, lunes, enfin tout ce qu'on peut exploiter, notamment les minéraux de l'espace. Et là, maintenant, c'est plus de la science-fiction. On est en train de parler d'investissements qui sont en train de se faire maintenant. En Europe, le pays le plus avancé, pour des raisons financières, il se positionne comme étant ceux qui vont héberger les fonds d'investissement dans le spatial. C'est le Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Vous voyez juste l'article 1 du décret passé par le Grand-Duc de Luxembourg. Les ressources de l'espace sont susceptibles d'appropriation. Donc il y a un cadre juridique qui est déjà largement en place pour permettre l'expansion de l'économie industrielle terrestre à l'échelle beaucoup plus large. Et ça, je pense que c'est quand même une tendance très, très profonde. Il y a un bon indicateur de ça, c'est les brevets. De nouveau, une information assez récente. Vous voyez que le 30 juin dernier, la NASA a déposé un brevet pour une trajectoire Terre-Lune. Parce que ce n'est pas évident de calculer des trajectoires spatiales. Et donc, à un moment donné, il faut beaucoup de savoir-faire. Et donc, la NASA a breveté une méthodologie pour pouvoir organiser des transferts entre la Terre et la Lune. Essentiellement, ils l'ont breveté, non pas parce qu'ils veulent faire de l'argent avec ça, parce qu'ils veulent empêcher que les Amazon, enfin les Bezos, Musk et compagnie, eux-mêmes commencent à breveter tout ça et le gardent pour leurs propres bénéfices privés. Donc, ils préfèrent prendre le brevet au nom d'une agence publique. Mais tout ça pour dire que vous voyez qu'il y a des grandes manœuvres en cours. Maintenant, qu'est-ce qui est là derrière? On retrouve une courbe familière. Alors, si on fait imaginons qu'avec 300 milliards de dollars par année de chiffre d'affaires de l'industrie spatiale en 2015, on est déjà nettement au-dessus, imaginons qu'on a une croissance de 10% par an, linéaire. Hein. Ça peut être plus que ça pourrait être plus du reste. Mais là, vous voyez qu'en quelques décennies,
Le chiffre d'affaires du spatial va dépasser le PIB terrestre, qui est aujourd'hui de l'ordre de 85 trillions de dollars par année. Mais ce n'est pas très très long. Enfin, en moins d'un siècle, on a largement dépassé qu'avec l'économie spatiale ce qui se passe à l'échelle terrestre. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, on n'est pas en train de parler de simplement le développement d'un secteur spatial sur Terre. On est en train de parler de l'extension du système économique en dehors de la Terre à l'échelle du système solaire. Donc, peut-être ça vaut la peine à l'occasion de prendre quelques minutes pour réfléchir à ça. Il n'est pas question d'aller chercher des minerais sur des astéroïdes pour les ramener sur Terre, sauf exception, mais ce n'est pas logique du point de vue de la dépense énergétique. Le but, c'est de construire des villes en dehors de la Terre, que ce soit sur Mars, que ce soit sur la Lune, sur d'autres satellites, ou simplement à des points particuliers dans l'espace, qu'on appelle des points de Lagrange entre la Terre et la Lune, où on construit des grandes stations spatiales qui vont nécessiter énormément de métaux, de minéraux, etc. Donc, à un moment donné, on peut très bien imaginer qu'il y ait une économie en dehors de la Terre, qui soit une économie à l'échelle du système solaire, qui dépasse assez rapidement l'économie terrestre. Donc, c'est un peu ça qui est en jeu. Ce qui fait que, puisqu'on devait prendre un peu de distance, une des questions qu'on pourrait commencer à se poser maintenant, elle s'est posée dans une revue spécialisée l'année dernière qui s'appelle Acta Astronautica, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à l'éventuelle constitution de réserves naturelles dans le système solaire. C'est le bon moment pour le faire. Il ne faut pas attendre 100 ans pour le faire. Donc, on n'en est pas encore tout à fait là, mais ça montre qu'on commence à se poser ce genre de questions. Est-ce qu'on est prêt à industrialiser l'ensemble du système solaire à l'échelle massive, ou est-ce que déjà on commence à réfléchir à le faire de manière un peu responsable? Donc c'est tout à fait une question qu'on peut se poser maintenant. Et alors c'est un peu des spéculations, il faut prendre ça avec un petit grain de sel quand même, un peu d'humour, mais quand même, il y a une problématique qui est là derrière. Donc ça donne une idée de ce qui est en train de se passer dans cette puissance d'expansion du système industriel. Alors dans tout ça, ça sera mon dernier point, on a toutes ces formes de croissance qui sont de type exponentiel. À un moment donné, il y a un frein. Il y a quelque chose qui fait que le système s'adapte et arrive à se mettre certaines contraintes et ensuite éventuellement à passer à une autre trajectoire. Ça serait une manière de définir le développement durable, tout simplement. C'est-à-dire essayer de réfléchir aux conséquences et éviter qu'on arrive sur une trajectoire qui devient très problématique. Ce qui suppose une part d'innovation et surtout, alors ça c'est un des très très gros défis, pour les ressources humaines notamment, c'est de développer des nouvelles compétences, les compétences adéquates par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Et ça, je pense que c'est un des principaux goulots d'étranglement. Je conclus en donnant un exemple spécifique d'innovation. Depuis qu'on a commencé les négociations sur le climat en 1990, alors pourquoi c'est 1990 toujours là une référence? C'est tout simplement parce que c'est l'année où on a commencé les négociations. C'est complètement arbitraire. Toujours est-il que, depuis qu'on a commencé des centaines et des centaines de réunions sur le climat, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les émissions de CO2 d'origine fossile ont augmenté de 60%. Donc on peut quand même se demander, mais est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à autre chose, à un plan B? Alors c'est très bien, on continue à faire des efforts pour essayer de diminuer les émissions, mais arrêtons de faire comme si ça marche. Manifestement, ça ne suffit pas du tout. On pourrait même se demander si ça ne contribue pas à les faire augmenter. Et même depuis l'accord de Paris, il n'y a pas longtemps, les émissions mondiales ont augmenté de 4%. Donc c'est bien, continuons à faire des efforts pour diminuer nos émissions de CO2. D'accord. Mais essayons de chercher autre chose en parallèle. Il nous faut quand même des plans B. Imaginez d'autres trajectoires. Alors là, il y a deux choses. Il y a tout ce qui relève d'abord de l'adaptation, puisqu'on ne va pas y échapper. Qu'il soit d'origine partiellement naturelle, partiellement humaine, les changements climatiques, on est en plein dedans. Donc il va falloir s'adapter et faire preuve d'imagination. Exemple concret, vous avez tous ces risques, la Suisse est en première ligne, vous avez tous les risques d'inondations accrues, notamment les laves à partir de boue, notamment dans des régions comme le Valais, dans les régions alpines. Il va falloir adapter les infrastructures, ce qui va représenter des investissements mais absolument gigantesques. Prenez l'exemple de la Saltina à Brig, qu'est-ce qu'il faut faire si on veut éviter que les ponts, les infrastructures soient emportées? On fait un pont mobile, vous voyez. Donc si on voit qu'il y a un risque de crue brusque de la Saltina, le pont se soulève, puis après il redescend. Donc tout ça, ça va nécessiter énormément d'invention et d'innovation et d'investissement dans toutes les infrastructures, dès qu'on est notamment dans des régions alpines, entre autres. Mais ça vaut aussi pour une ville comme Lausanne. Si on veut éviter que de nouveau la gare soit inondée comme elle a été il n'y a pas longtemps, il faut complètement repenser la manière dont on gère le circuit de l'eau dans une ville comme Lausanne. Donc là, c'est tout ce qui relève de l'adaptation. C'est un marché absolument gigantesque qui est en train de s'ouvrir. Ça, c'est côté adaptation. Là, à mon avis, c'est encore plus intéressant. C'est un projet que j'ai lancé il y a 20 ans qui s'appelle la richesse carbonée globale, Global Carbon Wealth. Et ça suppose quand même un certain saut cognitif. C'est-à-dire, au lieu qu'on voit le CO2 comme uniquement un problème, un risque, quelque chose de méchant, c'est même diabolique, on pourrait quand même le regarder aussi comme une éventuelle opportunité. Qu'est-ce qu'on peut en faire?
Donc en gros, on ne fait rien d'autre que ce qu'ont fait les végétaux et toute une série de micro-organismes il y a quelques centaines de millions d'années, quand ils se sont dit, écoutez, on a inventé la respiration aérobie en présence d'oxygène, du coup on génère un déchet qui est le CO2, qu'est-ce qu'on fait? On invente la photosynthèse pour aller le chercher dans l'air et puis en faire la base de notre alimentation. Donc c'est un peu un raisonnement similaire. Donc la première chose, ça consiste à aller chercher ce CO2. Soit vous le prenez directement dans des sources concentrées, à la sortie des cimenteries, à la sortie des raffineries, à la sortie des méthaniseurs, enfin partout où on génère du CO2, et il y a plein d'endroits, c'est du CO2 concentré. Vous pouvez aussi aller le chercher directement dans l'air, c'est ce que font les organismes vivants par photosynthèse. Alors il y a deux grandes startups qui dominent un peu la question aujourd'hui, qui font beaucoup parler d'elles. C'est celles créées notamment par Bill Gates, qui se trouve en Colombie-Britannique. Donc c'est des gros ventilateurs, et à l'intérieur vous avez des dispositifs qui ont une affinité pour le CO2 et qui extraient le CO2 de l'air. Et l'autre dont on a beaucoup parlé, puisqu'ils viennent de lever 70 millions de francs, c'est l'entreprise zurichoise, donc c'est une spin-off de l'EPFZ, qui s'appelle Climeworks. Ça, c'est une de leurs principales installations qui est sur le toit de l'incinérateur municipal de Hinwil, dans le canton de Zurich. Alors, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est là où on a toute une nouvelle chaîne de valeur qui est en train de se créer, et où, à mon avis, il y aurait des investissements intéressants à faire dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le CO2? Mais énormément de choses. Alors évidemment, on peut le stocker dans le sous-sol, c'est bien, il y a un potentiel énorme, on peut en stocker des quantités gigantesques, mais ce sera toujours un coût. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Alors si au moins une partie de ce CO2, on arrive à en faire des produits qui ont de la valeur, alors là, ça commence à complètement changer la donne. Ça veut dire que pour les entreprises, le CO2 devient potentiellement une source de revenus. Et ça, à mon avis, c'est tout à fait intéressant. On va voir juste quelques exemples. Alors, le CO2 extrait de l'air à Hinwil, dans le canton de Zurich. L'incinérateur de Hinwil se trouve tout près de grandes serres agricoles. Et donc, ils vendent le CO2 à ces maraîchers, puisque le CO2 est un excellent engrais, ça stimule la croissance des plantes, les légumes poussent plus vite de l'ordre de 20%. Et donc, au lieu de brûler du gaz naturel fossile pour que ça enrichisse la serre en CO2, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un peu absurde, vous prenez le CO2 dans l'air et vous l'injectez dans la serre, et ça vous fait évidemment pousser vos légumes plus vite, et c'est tout bénéfice. Ils vendent aussi, ils ont un accord aussi maintenant avec les eaux Valser, avec Coca-Cola Suisse, puisqu'ils fournissent, au lieu qu'on utilise du CO2 qui est dans ces bouteilles-là, qui peut être d'origine pétrolière, par exemple, on utilise du CO2 qui va être extrait de l'air. Mais à beaucoup plus grande échelle, et ça c'est aussi une utilisation comme avant, on ne transforme pas le CO2, il est utilisé physiquement tel quel, on n'a pas besoin de le transformer. Vous avez tous entendu parler des réseaux de chaleur et de froid qui sont en train de se multiplier dans le cadre de la transition énergétique. Mais au lieu d'utiliser de l'eau ou de la vapeur, c'est des gros tuyaux qu'il faut isoler à cause du gel. Vous allez utiliser des tuyaux qui transportent du CO2, soit sous forme gazeuse, soit sous forme liquide. Le pouvoir calorifique est bien meilleur. Le système est moins cher. Il n'y a pas de risque de gel. Le CO2 gèle à moins 80 degrés environ. Et donc, vous pouvez déjà le mettre dans du préfabriqué, dans des plaques de trottoir, juste à quelques centimètres sous le sol. Donc ça, c'est une thèse qui a été faite, et il y a même déjà un pilote qui fonctionne au service industriel de Genève. Donc des circuits fermés, mais alors à grande échelle, qui permettent de chauffer et refroidir toute une ville avec beaucoup moins de consommation énergétique et beaucoup moins de coûts financiers que les réseaux aujourd'hui de chaud et de distant. Ça, c'est les utilisations telles quelles. Après, on va passer très vite, vous avez les utilisations où vous transformez le CO2. À mon avis, c'est là qu'il y a tout un domaine qui est en train de s'ouvrir, c'est là où il y a le plus de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on fait avec du CO2? On fait notamment des polymères plastiques. Et vous prenez une entreprise comme Covestro, c'est quand même 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires par année. Maintenant, ils ont une gamme de produits, ils font du polyuréthane, c'est-à-dire des matelas, notamment, à partir de CO2, notamment. Mais vous faites aussi des polycarbonates à partir de CO2. Bref, vous pouvez faire toute une grande industrie plastique, non plus à partir de combustibles fossiles, à partir de CO2 que vous avez récupéré dans l'air ou dans une source concentrée. Vous pouvez faire des matériaux de construction. Donc en fait, c'est une réaction tout à fait naturelle, la minéralisation des roches. Simplement, ici, l'idée, c'est de l'accélérer. Et donc, ça intéresse beaucoup tous les gens qui font de l'agrégat, les cimentiers, etc. Parce que là, vous n'avez pas forcément beaucoup de valeur ajoutée. C'est quand même une transformation chimique du CO2, mais les volumes sont gigantesques. Là, on commence à parler de milliards et de milliards de tonnes par année. Donc, ça commence à faire une différence. Et puis, vous pouvez aussi faire des carburants. Alors ça, c'est quand j'avais visité une entreprise qui s'appelle Carbon Recycling International. Ici, on est en Islande, on est à 50 km de Reykjavik. Alors ici, pour leurs tests, ils utilisent du CO2 qu'ils vont simplement chercher dans le sous-sol. On est sur un champ de lave, un ancien champ volcanique qui est en train de refroidir depuis quelques siècles. Donc, ils vont simplement chercher le CO2 pour montrer la validité de leur prototype, mais ils viennent d'inaugurer une usine beaucoup plus grande en Chine qui récupère le CO2 d'une aciérie. Et qu'est-ce qu'on en fait? On en fait, eux, ce qu'ils en font, c'est qu'ils en font un carburant. En l'occurrence, c'est du méthanol. Et comme en l'occurrence, leur CO2 est d'origine volcanique, ils l'ont appelé vulcanol. Voilà. Donc, ils ont une flotte de voitures qui fonctionne au méthanol, mais ça va très bien, le méthanol, pour faire fonctionner des grands bateaux. Enfin,
comme un substitut direct du pétrole. Donc là aussi, il y a un gros marché qui est en train de prendre naissance. Une entreprise comme Air Liquide, c'est quand même le plus gros. C'est 70 millions de tonnes par an, le méthanol quand même. Aujourd'hui, qui est produit à partir de gaz naturel, donc combustible fossile. Et donc, on pourrait éviter ça. Et puis alors, un des tout grands sujets qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel, c'est-à-dire les carburants pour l'aviation qui sont d'origine, qui sont durables. Donc ça, c'était le premier vol commercial avec un 747 dont une partie du kérosène venait à partir de CO2 récupéré d'une aciérie aux États-Unis. Donc ça, c'est un domaine qui est littéralement en train d'exploser depuis très peu de temps. Et puis, encore une autre idée, j'ai fini dans 2 minutes, ça va, c'est d'utiliser le CO2 pour stocker l'électricité. Ici, ça, c'est un projet où vous retrouvez dans le consortium Axpo Nordic, qui est une filiale du groupe Axpo, donc c'est quand même des gros acteurs à l'échelle même européenne, pas seulement suisse. Donc vous savez que plus on développe les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc., plus on est obligé de gaspiller l'électricité. Il faut bien réaliser ça. Parce que tant qu'on ne sait pas encore comment stocker à long terme de grandes quantités d'électricité, quand je dis stocker à long terme, ça veut dire stocker sur une saison, sur plusieurs semaines, idéalement sur une saison complète. Aujourd'hui, on arrive à stocker dans des batteries aux différentes techniques, mais c'est 48 heures. Le pompage-turbinage, c'est 2-3 jours. Après, le barrage est plein, donc ça, on est très limité. Donc, du stockage à long terme. Donc, l'idée, c'est de passer par le stocker sous forme chimique. Donc, on prend de l'électricité renouvelable dont on ne sait pas quoi faire, parce que c'est au milieu de la nuit qu'il y a une tempête en mer du Nord et on a plein d'électricité éolienne qui inonde le marché européen. Et donc, pour le moment, on la déleste. Elle est purement et simplement jetée. Donc, on récupère cette électricité excédentaire. On fait de l'électrolyse. À part de l'électrolyse, vous obtenez de l'hydrogène et de l'oxygène. Vous prenez du CO2. Alors, justement, ça, c'est du CO2 que vous avez récupéré dans l'air ou dans des sources concentrées. Vous les faites réagir. C'est une réaction connue depuis très longtemps. Et vous obtenez du méthane ou, ici en l'occurrence, du méthanol. Donc, vous stockez votre électricité excédentaire sous forme chimique, après l'avoir transformée chimiquement. Il y a un coût énergétique, mais il vaut mieux perdre 20% dans le processus de transformation énergétique que de perdre complètement toute votre électricité d'origine renouvelable excédentaire. Donc là, il y a des grosses manœuvres, là derrière, du côté des énergéticiens européens. Et le dernier exemple, évidemment, ça c'est une des nombreuses startups qui sont en train d'émerger. Vous pouvez faire de la nourriture à partir du CO2 que vous allez extraire de l'air. Ça, donc en fait, ça peut servir de nourriture pour des protéines, pour des microbes, pour des bactéries, qui ensuite vont faire des protéines. Donc, ils travaillent notamment sur une protéine, cette entreprise-là qui s'appelle Soleas, et ils commencent à mettre sur le marché différents produits alimentaires, que ce soit pour le bétail ou pour les humains. L'idée essentielle ici, c'est qu'on arrive à découpler peu à peu la production de nourriture du système agricole traditionnel. Donc, vous voyez l'importance des enjeux. Alors maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça a de la valeur, le CO2? Alors, il y a mon exemple préféré. Vous connaissez tous sans doute le SodaStream, c'est quand on fait des boissons gazeuses à la maison. Et ça vous est peut-être déjà arrivé d'acheter une de ces cartouches, disons, elle est à peu près, on va arrondir, 500 grammes de CO2, et vous la payez 20 francs la cartouche. Donc 500 grammes à 20 francs, ça fait 40 000 francs la tonne. On est d'accord? Mais le coût de production, il va être de l'ordre de 10 francs. Donc si ce n'est pas de la marge, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Mais ça, donc tout ça pour dire, c'est un cas extrême, mais il y a de la valeur. Donc ici, c'est un bel exemple où on peut aborder un problème qui est sérieux, mais en faire une opportunité tout à fait intéressante. Donc, je résume, on est dans un système industriel en pleine expansion qui, évidemment, génère des risques. On est dans des trajectoires dynamiques accélérées. Donc, ça suppose qu'on innove, et qu'on innove de façon responsable, c'est-à-dire en réfléchissant aux conséquences possibles. Ces risques peuvent constituer des opportunités, mais pour ça, il faut quand même, d'une part, une certaine approche rationnelle et pas un peu trop émotionnelle, comme c'est souvent le cas sur les enjeux de durabilité, et surtout développer des compétences. Merci beaucoup pour votre attention.